On est parti pour une petite heure, autour d'une thématique qui est absolument fondamentale, qui est la question du parcours d'évaluation dans les situations de handicap. Une thématique qui n'en finit plus de nous interroger, on engage des travaux nationaux, des mesures, ça interpelle tous les acteurs, depuis les acteurs de terrain, que sont des enseignants potentiellement, des psychologues, des ergothérapeutes, en passant bien entendu par les célèbres maisons départementales pour les personnes handicapées, et bien entendu les parents qui sont dans ce parcours parfois décrit comme le parcours du combattant, bien souvent. L'idée, si vous voulez, sur ces tables rondes, c'est d'aller réfléchir ensemble, chacun en apportant son regard, son expérience, son analyse de cette situation, qui peut être vue comme une situation nationale et aussi une situation beaucoup plus locale, pour essayer de réfléchir entre nous, comment ça a évolué tout ça ces dernières années, comment ça a évolué en termes positifs, comment ça a évolué en termes moins positifs ou quels sont les points d'amélioration à fournir. On est plus de 20 ans après la loi 2002, bientôt 20 ans après la loi 2005. On peut dire qu'il y a eu du changement, c'est absolument incontestable. Donc quel bilan peut-on faire, quels enseignements peut-on tirer et dans quelle direction peut-on aller ? J'ai sollicité différents intervenants pour cette table ronde en essayant de faire en sorte que tout le monde soit à peu près représenté. Ce qui n'a pas forcément été facile, mais on s'en sort pas trop mal. Alors, j'ai à ma droite, dans l'ordre, notre cher collègue et ami Pascal Gilbert, qui est médecin de santé publique, anciennement expert médical à la direction de la compensation de la CNSA, anciennement médecin coordinateur de la MDPH du 77 et aussi anciennement à l'ARS, à la délégation départementale du 77, mais récemment, deuxième fois grand-mère. Comme quoi, il y a aussi du bon dans la vie. Bien, donc Pascal va nous apporter son expertise. Je me permets juste de préciser que Pascal dispose d'une expertise considérable, notamment dans tout ce qui concerne l'architecture du système handicap suite à la loi 2502 et autres. Elle intervenait à des étages très importants à la direction de la compensation de la CNSA. À côté d'elle, j'ai Madame Kermelin, responsable pôle vie scolaire et étudiante à la MDPH du 77. Alors un grand merci d'être venu, parce que vous savez que quand on travaille au sein d'une MDPH, c'est pas forcément facile de venir s'exposer publiquement autour de questions aussi délicates que la question de l'évaluation. Donc moi, je suis vraiment très reconnaissant d'être parmi nous. Madame Legrasse, si je ne me trompe pas, vous vous occupez de la FF 1077 ou 1077 ? Je suis la présidente de 1077 et je fais partie de la fédération ANAPEDIS, qui est une fédération au niveau national. Bien sûr. Donc un grand merci à vous d'être là également. Il est évidemment indispensable d'avoir, et je pense qu'au cours de toute cette journée, la question des usagers a été largement représentée. Donc c'est très important que vous puissiez, vous aussi, nous apporter votre regard. C'est essentiel. Et donc il y a ensuite avec nous donc, Monsieur Patrick Fontaine, qui est un ancien inspecteur de l'éducation nationale récemment à la retraite. Vous avez donc réalisé la fin de votre carrière autour du handicap. Et vous avez également été conseiller technique du rectorat de Paris. À nouveau, un grand merci à vous parce que quand on est de l'éducation nationale, c'est pas facile de venir potentiellement s'exposer à des critiques ou autres. On sait que ça va très vite de pointer du doigt l'éducation nationale et donc ça demande une forme de courage. Donc on vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Et donc je termine avec Monsieur Franck Jamet. Vous êtes enseignant-chercheur émérite en psychologie à Cergy-Pontoise. Je vais commencer avec toi, Pascal. Quelle est ton analyse de la trajectoire de cette question de l'évaluation du handicap en France ? Eh bien, effectivement, donc, on va revenir un petit peu en arrière, puisque effectivement, comme je suis très vieille, j'ai un regard très lointain en arrière. Et donc, bon, j'étais pas née quand même, hein, mais donc après la guerre, on voit arriver la création d'une spécificité très française qui est le dispositif médico-social, qui n'a pas vraiment son équivalent en termes institutionnels, même si les structures elles-mêmes ressemblent à des structures qu'on trouve à peu près dans tous les pays du monde, mais qui n'a pas son équivalent en termes de secteur sur le plan institutionnel. Et donc, ce dispositif nécessite finalement une forme de catégorisation
pour apporter, on l'espère, à ce moment-là, les bonnes réponses. Donc, il y a beaucoup d'initiatives des familles. Il y a une conjonction des planètes qui s'alignent avec le fait que la sécurité sociale, à cette époque-là, ne manquait pas d'argent et que donc des textes ont permis à des institutions privées, donc ici associatives, d'ouvrir des structures financées par la sécurité sociale. Et donc, on voit émerger un ensemble de dispositifs, d'abord pour les enfants, à qui l'ensemble à la fois des familles et des institutions voulait éviter de finir à ce qu'on appelait à l'époque l'asile ou l'hospice, hein, puisqu'on avait les deux sortes, l'asile plutôt côté santé mentale, l'hospice plutôt côté social. Et il y a des personnes, j'ai connu pendant mes études des personnes qui avaient passé leur vie entière dans ce qui était devenu du long séjour gériatrique, mais qui était à l'époque l'hospice. Hein. Donc dans les années 80, l'humanisation des hospices, les virages médico-sociaux avec les annexes 24. Avant ça, on venait de catégorisation pour les enfants qui étaient éducables. Alors ceux-là, ils étaient pour l'éducation nationale. Semi-éducables, donc ça pour le médico-social, hein, qui allait faire de l'éducatif, et puis inéducables, et alors ceux-là, ils restaient quand même un peu à l'hôpital, donc soit côté psychiatrie, soit côté long séjour pédiatrique, et on en a connu, il y en a encore, de moins en moins, mais avec des missions tout à fait particulières. Et donc, on arrive fin des années 80, début des années 90, et là on a une réforme de ce modèle médico-social qui est concomitante de l'émergence à l'international de la première classification internationale du handicap, traduite en français par classification internationale du handicap, : déficience, incapacité, désavantage, qui n'est pas le titre en anglais et qui n'est pas le titre traduit par les Québécois, qui l'ont traduit littéralement par classification, je vous ai parlé de mon anglais, hein, classification internationale des déficiences, incapacités, handicap. Donc le handicap étant finalement le résultat, et nous on a mis sous le vocable handicap la totalité du processus, et finalement ça a été une façon un peu de se prendre les pieds dans le tapis, parce que le biomédical étant très présent, eh bien ça se résume encore aujourd'hui avec un certain nombre d'outils à une entrée par les déficiences, et une fois qu'on a dit la déficience, voire même le diagnostic, on a l'impression qu'on a tout dit. Et c'est un mal encore répandu, y compris dans les équipes pluridisciplinaires des MDPH. Hein. Je dis ça sans acrimonie aucune envers mes petits camarades, j'en ai fait partie. Mais c'est un travers, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, on a ce modèle international qui évolue. Et pendant ce temps-là, on a toute la logique d'intégration qui est déjà présente à la fois dans la loi de 75, dans des circulaires de la fin des années 80, à l'école, dans la loi d'orientation pour l'école de 1989, qui dit déjà tous les enfants ont leur place à l'école. Ce n'est pas optionnel, tous les enfants ont leur place à l'école. C'était déjà inscrit dans la loi en 89. Du coup, avec une notion aussi très fortement portée par la loi de 75 de citoyenneté. Donc on sort d'une certaine relégation, on affirme la place des personnes comme citoyennes, mais on l'affirme et c'est tout en fait. C'est une forme de vœu pieux parce qu'en termes d'outils, on continue comme avant, pour dire les choses un peu brutalement. Alors en France, on a aussi la particularité d'adorer le gatekeeping, c'est-à-dire qu'on entre dans un dispositif que si on fait partie de la bonne catégorie. Il faut montrer sa patte blanche à l'entrée. Et donc là, on avait nos catégories, inéducables, semi-éducables, éducables. Maintenant, on va avoir des catégories par type de déficience, et puis on va avoir des catégories par lourdeur de handicap, et on dit ça comme ça, mais on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. On a quelques outils, mais bon, on voit bien que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas satisfaisant. Arrive le début des années 2000 avec les deux grandes lois que tu as rappelées, qui sont donc la loi de 2002 sur les organisations médico-sociales, hein, qui rénove l'action sociale et médico-sociale, et puis la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Au bout de 18 ans, je la sais toujours par cœur. Waouh! Je suis très fière de moi. Enfin, ça ne sert à rien, en fait. Et donc, on a dans ces lois un renforcement de la logique d'individualisation des réponses. C'est-à-dire qu'on ne doit plus être dans du prêt-à-porter et je veux voir qu'une tête, mais bien dans la prise en compte des caractéristiques de chaque personne. Mais c'est là où le bas blesse, et on l'a vu ce matin, c'est qu'on parle des caractéristiques des personnes.
Et on a oublié juste un truc, entre-temps, et la CIF pourtant était passée par là, la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, hein, qui est censée être le couteau suisse de la description des états de santé des populations, et dans laquelle on a mis l'environnement, qui était quand même bien, parce que ça va avec la définition biopsychosociale de la santé, et donc l'environnement comme un élément majeur, et dans le processus de production du handicap québécois de Patrick Fougerolas, cet environnement est à égale distance de la production du handicap par rapport aux caractéristiques personnelles. Et nous, non, en fait, on n'a pas pris ce virage-là, on est toujours... Et d'ailleurs, dans les débats sur la loi de 2005, ça s'est senti. Bon, ça devait peut-être être à 3 h du matin, on ne sait pas, hein, l'histoire ne le dit pas. Mais il y a eu débat pour savoir si on utilisait personnes handicapées ou personnes en situation de handicap. Et c'est personnes handicapées qui a gagné. C'est-à-dire qu'on est encore dans la logique d'un attribut du sujet pour ce qui concerne la situation de handicap, et non pas d'un attribut de la situation. Et donc, on scotomise comme ça, on fait une tâche aveugle dans notre champ de vision sur toute la partie d'action qu'on pourrait faire sur l'environnement. Donc, et on fonctionne avec ces habitudes culturelles-là, et c'est très très difficile en fait hein, d'en sortir. Et je pense que là, c'est là-dessus qu'il va vraiment falloir porter l'effort. Et donc les MDPH, Christina le dira certainement, mais les MDPH, elles n'ont pas de prise du tout là-dessus. Donc elles sont porteuses de tous les maux de la terre, parce qu'elles sont un frein, elles sont l'archétype du symbole du parcours du combattant. Mais en fait, là encore, on oublie dans notre champ de vision tout ce qui est lié à l'environnement et tout ce qui fait que notre société n'est pas réellement inclusive, en fait. Alors du coup, on est parti sur l'évaluation de la personne et pas de son environnement. On commence à arriver sur l'évaluation de ses besoins. Donc pour regarder ses besoins, on pourrait se dire... effectivement, on va regarder l'environnement, on va regarder s'il est obstacle, facilitateur, on va essayer d'apporter des choses. Et donc, ça a été évoqué ce matin. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'environnement déjà pour améliorer la situation de la personne sans pour autant essayer de la changer elle ? Parce qu'en fait, on est encore dans une logique finalement assez réadaptative. Deviens comme les autres et tout ira bien. Or, les autres, comme les autres, est-ce qu'on est tous pareils? En fait, pas du tout. On n'est pas du tout tous pareils. Mais manifestement, il y a une forme dominante de compétences que je vais très méchamment appeler, et comme c'est enregistré, ça va me retomber sur la tête, mais bon, tant pis, j'assume, de compétences commerciales, finalement. Vendre, se vendre et être socialisé à l'extrême, même si il y a finalement pas forcément des choses très, très concrètes derrière. Et notre monde aujourd'hui, finalement, moi c'est comme ça que je l'entends, et avec les réseaux sociaux, voilà, il y a beaucoup de vent, et concrètement, pas forcément grand-chose derrière. Et c'est ça qui produit de l'argent, ce qui est quand même assez étonnant. Moi, je suis perplexe devant ça, mais bon, voilà. Donc, revenons à nos moutons, parce que là, je dérive. On est donc parti sur l'évaluation de la personne, et on arrive maintenant à l'évaluation des besoins, sauf que les besoins, en fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs, on dit qu'il faut évaluer les besoins, mais on n'a pas encore de nomenclature des besoins. Alors, on commence. Donc ça, c'est le modèle Séraphin, sur la tarification des établissements médico-sociaux pour essayer de savoir si on met des réponses pertinentes en face de besoins évalués. Et là, du coup, on sort de l'évaluation de la personne. Mais encore faut-il se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est très difficile. Parce que ce n'est pas nos habitudes. On a des habitudes encore biomédicales, très ancrées. On en est encore, alors que ça fait 30 ans que ça n'est plus d'actualité dans les textes, dans les MDPH parfois, de dire on va demander le taux d'incapacité aux médecins. Et donc voilà, ça fait partie de toutes ces choses qu'il faut qu'on transforme encore. Et donc là, voilà, les dernières annonces au niveau de la CNH, c'est de la transformation de l'offre médico-sociale pour qu'elle vienne non pas à côté de la société, mais bien dans la société. Et donc, c'est tous les mouvements qu'on voit se faire d'entrée finalement du médico-social dans l'école. Alors ça, c'était déjà écrit dans les textes depuis les annexes 24 de 89, le décret sur les CESAT de 2005. Mais en fait, on voit bien que ça ne s'est pas passé comme ça. On vient encore sur de la prestation individuelle et on ne travaille pas sur l'environnement. Et donc ça fait partie des choses qui sont devant nous encore. Et il faut qu'on puisse petit à petit avancer vers ça. Alors,
j'ai lu, comme vous tous, probablement dans Légifrance, parce que c'est votre lecture du petit déjeuner, j'imagine, n'est-ce pas, tous, que donc, dans le projet de loi de finances pour la sécurité sociale pour 2024, on a pour l'école un changement important qui serait que le premier niveau de réponse aux besoins éducatifs particuliers, donc de réponse spécialisée finalement, pas l'enseignant, pas ce qu'on a habituellement à l'école, mais un premier élément de réponse, donc aide humaine, matériel, aménagement pédagogique, etc., qui serait du ressort de l'école et défini dans l'école au vu d'une première observation, évaluation des besoins de l'élève. Alors, ça me paraît une très bonne idée. Ce que je ne sais pas, c'est comment l'école va s'en sortir et quels vont être ses outils pour pouvoir arriver à piloter ça en individualisant effectivement les réponses aux besoins éducatifs particuliers. Je pense qu'il va falloir s'inspirer de pas mal d'expériences étrangères où ça fonctionne. Et ça présenterait l'avantage majeur de ne pas obliger un enfant et sa famille qui a des besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire qui ne rentre pas spécialement totalement dans le moule habituel des enfants apprenants. Donc que cet enfant ne soit pas obligé de passer par la MDPH, de passer, et ça les familles le disent souvent, par l'étiquette handicap, pour pouvoir avoir déjà des premières réponses, des réponses de premier niveau, on pourrait les appeler, qui permettraient du coup, très mécaniquement, que la MDPH se concentre sur les situations où il y a besoin le plus d'ouvrir des droits individuels et que tout ce qui est accessibilité au sens très large, là pour le coup ça devient de l'accessibilité au sens très large, puisse être géré. Alors pour l'instant à l'école, je ne peux pas dire quand je serai à la retraite puisque c'est déjà le cas, mais dans un futur que j'espère voir un jour, peut-être au travail, mais j'y crois guère vu que les conditions de travail se durcissent en fait finalement tous les jours et que plus on est différent, moins on a de chances de s'insérer correctement aujourd'hui dans le monde du travail. Donc là, ça va peut-être à l'envers. Là aussi, dans les projets de loi, il y a des transformations de ce qui ne s'appelle plus Pôle emploi, mais France Travail, je crois, si j'ai bien révisé, voilà, pour justement être dans cette logique d'aménagement sans attendre qu'on colle une étiquette handicap pour la personne et en ayant une vision effectivement environnementale de ce qui est à faire pour que tout le monde puisse arriver à participer et puis de réserver les droits individuels complexes aux situations pour lesquelles l'écart, le besoin de soutien dépasse les capacités qu'on aurait qu'on a appelé aménagement raisonnable dans le champ du travail, donc de premier niveau pour les besoins éducatifs particuliers dans le champ de l'école, et qu'on pourrait comme ça éviter d'aller vers cette étiquette handicap qui aujourd'hui est attribuée, il faut quand même s'en souvenir, à beaucoup plus de 10% de la population aujourd'hui. Hein. Et donc c'est quand même important aussi de s'en souvenir, parce que si on met tout dans la réponse individuelle, c'est pas soutenable en fait, probablement. Donc il faut qu'on trouve d'autres manières de faire et qui ne soient pas excluantes, mais bien inclusives, puisque c'est ça le terme consacré. Merci beaucoup Pascal. Je vais passer la parole à Madame Kermelin. Alors, juste pour situer l'idée, vous savez, quand on fait des recherches sur la connaissance que les gens ont du fonctionnement des MDPH, eh bien, on se rend compte qu'en fait, tout le monde en pense quelque chose, mais que concrètement, les MDPH, on ne sait pas bien ce qu'il y a à l'intérieur. Y compris lorsqu'on fait des études sur les personnes qui envoient des comptes rendus au MDPH, quand on leur demande, mais finalement, à qui vous écrivez? Et pourquoi vous écrivez? Eh bien, finalement, ils n'en savent trop rien. Donc, comme chacun sait, la MDPH est une grande maison froide administrative, il n'y a que des robots inhumains à l'intérieur, et vous faites du traitement de dossiers. C'est bien ça? Déjà, Pascal a été très exhaustive, en fait, sur tout ce mais Pascal est souvent très exhaustive. Voilà. En amont, finalement, hein, et effectivement, je vais juste parler de la MDPH. Donc, effectivement, à l'intérieur de la MDPH, nous allons retrouver des agents qui évaluent les dossiers et qui évaluent selon des règles, hein, puisque tout est initié par la CNSA, les évolutions réglementaires,
Et donc, on a des outils, on possède des outils qui nous permettent effectivement d'évaluer. Donc, au sein des MDPH, nous avons, alors je vais parler pour l'enfant, hein, des professeurs des écoles qui voient les dossiers et qui font des analyses effectivement au travers de tous ces documents dont vous parlez, qui nous sont transmis, donc qui sont tous bien entendu lus par ces professeurs des écoles. Ces dossiers sont aussi dirigés selon les besoins identifiés, enfin les besoins repérés en tout cas, vers différents professionnels de santé, comme des médecins, des ergothérapeutes, des infirmières. Donc tous les dossiers sont évidemment regardés, triés, et puis en équipe pluridisciplinaire, des propositions concernant les besoins vont émaner, et ces propositions effectivement vont être transmises aux familles par l'intermédiaire des PPC ou des PPS, mais aussi aux membres de la commission des droits et de l'autonomie qui, eux, vont prendre des décisions par rapport aux propositions qui vont leur être faites. Aujourd'hui, et de toute façon c'est la loi qui veut ça, la MDPH ne fait pas de mise en œuvre. Donc effectivement, on a des solutions qui nous arrivent puisque nous travaillons en partenariat avec effectivement l'ARS, avec l'éducation nationale. Tous les nouveaux dispositifs nous sont présentés. Voilà, il y a une formation continue des agents au sein des MDPH et nous essayons de proposer les meilleurs accompagnements possibles pour les familles et les enfants afin de pouvoir en bénéficier. Effectivement, le nouveau projet de loi de finances, avec l'initiation des PASS au lieu des PIAL qui existaient précédemment, va permettre de pouvoir avoir un premier niveau de réponse qui ne passera plus par la MDPH et va pouvoir répondre plus précocement à des attentes, à des besoins des élèves qui sont en difficulté, sans passer par des notifications et par des dossiers MDPH qui, je le conçois, peuvent être effectivement très longs à traiter, et c'est effectivement de l'administration pure et simple. D'accord. Pour reprendre un petit peu là, pour être bien clair, le parcours d'un enfant, la situation d'un enfant au sein de la MDPH. Il y a un certain nombre de pièces qui sont demandées à la famille, qui généralement galèrent pour les réunir parce que l'orthophoniste a 2 ans d'attente, l'ergothérapeute, ok, le bilan neuropsy est plus bon, bref. Le dossier est prêt, il arrive à la MDPH. Il va où, ce dossier, avec les différentes pièces, et qui fait quoi avec ça? Du coup, le dossier arrive à la MDPH et pour les enfants, en tout cas, il passe par les mains des enseignants qui vont effectivement regarder pour la partie scolaire le GEVASCO et d'autres documents afin de savoir ce que l'enfant est en capacité de faire ou ne peut pas faire. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il va orienter ensuite le dossier vers d'autres professionnels pour pouvoir voir en équipe pluridisciplinaire, puisqu'il n'y a pas que la partie scolarité en fait qui est à évaluer. Il y a aussi effectivement, c'est une globalité, hein, c'est l'environnement, c'est la vie sociale, c'est la vie familiale. Donc ce dossier est vu selon effectivement le besoin repéré par des médecins, des infirmières ou des ergothérapeutes. Effectivement, on va demander des pièces si on a un besoin de pièces complémentaires, mais ce n'est pas une obligation. On ne demande pas des pièces sur chaque dossier. Et puis, ce dossier est donc évalué en équipe pluridisciplinaire sur des séances de traitement où chacun, de par sa partie, va regarder, va lire, va prendre connaissance des documents et va dire, voilà, cet enfant aurait besoin pour pouvoir suivre une scolarité lambda, comme tout autre enfant, de telle compensation. On est bien d'accord qu'on est dans la compensation qui n'est pas de l'accessibilité, puisque nous, on ne peut pas faire de l'accessibilité. Ensuite, effectivement... Donc cette équipe pluridisciplinaire d'évaluation va conclure à des besoins ou non en termes de compensation. Va faire des propositions en termes de compensation par rapport aux besoins identifiés. Et donc ces propositions par la suite? Ces propositions sont présentées à une commission des droits et de l'autonomie qui, elle, va décider
par rapport aux propositions faites, si cela convient, ou s'ils souhaitent ajouter quelque chose, ils peuvent ajouter. Voilà, il y a encore une discussion qui est faite en aval de cette évaluation faite par les équipes pluridisciplinaires. Et ensuite, effectivement, le dossier est décidé et les notifications vont être transmises aux familles. Très bien. Depuis quelques années, là, vous avez forcément vu une évolution dans les pratiques des équipes de la MDPH, aussi dans les habitudes des CDAPH. Qu'est-ce que vous constatez en termes d'évolution? Parce qu'on part en France, comme le disait très justement Pascal Gilbert, hein, sur une vision très biomédicale du handicap. Alors, il y a effectivement une évolution qui est celle que précédemment, en fait, les formulaires MDPH demandaient, enfin, les usagers, les familles demandaient des compensations au travers de ce formulaire. Un nouveau formulaire a été créé dans lequel ce ne sont plus des demandes qui doivent être faites, mais c'est une description de leur vie quotidienne, de leur vie familiale, de leur vie sociale, de la vie scolaire. Et en fait, c'est au travers de ces besoins maintenant que l'équipe pluridisciplinaire va évaluer des besoins et des compensations. Donc, on est dans la globalité de l'évaluation. Avant, la famille pouvait demander une AESH, on évaluait l'AESH. Aujourd'hui, si autour de cette AESH, on va s'apercevoir qu'il y a aussi d'autres besoins, on va aussi proposer les besoins complémentaires qui nous semblent être les meilleurs. Donc ça, c'est une évolution aussi CNSA, hein, puisque c'est le nouveau formulaire qui est arrivé. Au niveau évolution, on a aussi les plateformes qui récemment ont été créées avec la transformation de l'offre médico-sociale. Donc on n'évalue plus de la même façon, on est dans du parcours partagé, on n'est plus dans des orientations, je pourrais dire, sèches en IME, mais plutôt dans du parcours partagé où on va pouvoir proposer à la famille et à l'enfant donc des temps, donc des temps d'école, des temps de soins et peut-être des temps d'IME. Enfin, c'est vraiment une vision de parcours et non plus de place. Très bien. Ça, c'est une vraie volonté politique des dernières années, certainement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Madame Legras, à nous. Alors. Bon, je reviens, j'ai enlevé le chat dans la gorge. J'étais en train de m'étouffer, je suis désolée. D'abord, merci de nous avoir invités. Alors moi, je suis présidente d'association de 1077. Je fais partie de la fédération ANAPEDIS et je m'occupe notamment des enfants dyslexiques et dysphasiques. Mon Dieu, la galaxie des 10. Bon, je ne vais pas en parler parce que sinon, demain, vous nous offrez le café, les chocolatines. Bon, il est d'accord, donc on peut rester jusqu'à demain. Moi, je vais surtout vous parler au niveau pratique, au niveau des parents. C'est vrai qu'on parle de galaxie des 10 parce qu'en fait, un enfant, un adolescent ou un adulte, parce qu'on est 10 et on reste toute sa vie 10. Je ne dirai pas mon âge, 2 fois 30 ans, donc ça fait 60 ans que je suis dyslexique. Mais à l'époque, je n'étais pas au courant. Et c'est vrai qu'au niveau des 10, on n'est jamais simplement un dyslexique. On est toujours soit dyslexique, dysorthographique, ou dyslexique, dysphasique, dyslexique, dyspraxique. Il y a un TDAH, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, et la précocité. Nous, on aime tout le monde, on accepte tout le monde. Les parents, en fait, ils m'appellent énormément actuellement, et ça fait quelques années, c'est le fameux diagnostic. Ce fameux diagnostic. On se rend compte qu'un enfant a un trouble du langage oral, un trouble du langage écrit, on ne comprend pas trop. Ils sont souvent alertés par les professeurs, par les maîtres d'école, et tout ça. Mais il faut déjà l'acquisition du CP ou du CE1 au niveau pour apprendre l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc ça fait un temps. La maîtresse ou le professeur dit « Oh, il y a un souci, je ne comprends pas trop. » Ça serait bien d'aller voir l'orthophoniste. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, 2 ans d'attente pour faire un bilan orthophonique. Je ne parle pas de rééducation, je parle de bilan. 2 ans, c'est énorme. Actuellement, moi, je propose même aux parents d'aller dans les départements voisins. C'est-à-dire de notre côté, d'aller voir Reims, et ceux qui sont dans le sud, d'aller voir dans Lyon et même sur Paris, pour avoir un diagnostic. Mais comme nous, les 10,
on est un peu particulier, on n'est pas facile à comprendre, c'est qu'il ne faut pas qu'un bilan orthophonique. On nous demande un bilan au niveau de l'audition. On reprend un autre rendez-vous, quelques mois d'attente. Et puis, il faut aussi vérifier la vision. Un petit bilan chez l'orthoptiste, encore quelques mois d'attente. Un petit bilan en psychomotricité, quelques mois d'attente. Et bien, quand on arrive à ça, on arrive à 3 ans, 3 ans et demi. C'est 3 ans et demi de perdu. Je ne critique pas tous les rééducateurs. Hélas, nous sommes dans un désert pas possible. Mais vraiment, les parents sont complètement démunis par rapport à ce diagnostic. Quand le diagnostic tombe, ça y est, nous avons un diagnostic. Maintenant, nous allons voir l'éducation nationale. Coucou, voilà mon enfant a tel trouble, je ne connais pas tout, je vais sur les réseaux sociaux, danger, 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 les réseaux sociaux, on voit plein de choses fausses et dangereuses. Faites attention, mais bon, tout le monde, même moi, je vais sur les réseaux sociaux. Donc, on va voir l'éducation nationale, qui sont des gens formidables, mais qui ne sont pas formés. Big problème. Donc, ça est aussi un manque de formation par rapport à eux. Après, on écoute à droite, à gauche, et qui est-ce qu'on va voir? Dossier MDPH. Oh, l'horreur, faire un dossier MDPH. Moi, je vous dis franchement, la première fois que j'ai fait un dossier MDPH, je l'ai regardé, j'ai pleuré. C'est horrible. On déballe sa vie. Mais même, alors, pour une dyslexique, c'est dur. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis 1 page, 2 pages, 3 pages. Mais ça se termine quoi? C'est un bouton de... Ça va vous aider à les remplir. Oui, mais à l'époque, il y a eu une évolution. Je vais arriver à ce moment-là. Mais c'est horrible. Vous vous rendez compte? Et un bilan, et 2 bilans, 3 bilans, 4 bilans. Et j'ai oublié de dire, mais pour faire les bilans, des fois, comme on est un multi-10, des fois on nous demande des bilans en neuropsy. D'après vous, combien vaut véritablement un bilan de neuropsy sérieux? Écoutez, moi je vous le fais à 250 € à peu près. C'est entre 1 200 et 1 500 €. Je sais bien. Voilà. Les parents ne peuvent pas. Il faut aussi être dans la réalité des choses. Ils ne peuvent pas. Donc, comme on n'a pas les moyens, on va aller dans les centres de référence, ça s'appelait avant, maintenant on appelle les centres d'expertise. Mais qu'à part, c'est aussi sectorisé. Donc nous, du côté du 77, c'est le Kremlin-Bicêtre, mais ça s'arrête à l'âge de 11 ans. Et puis il faut faire d'abord tous les diagnostics pour avoir un rendez-vous. Donc 3 ans plus le temps, on arrive à 4 ans, 4 ans et demi. Mais que de temps perdu. Alors au niveau de la MDPH, moi je suis très contente parce qu'il y a eu quand même des évolutions, même si je ne suis pas toujours d'accord avec vous. Non, mais il faut être réaliste quand même. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous. Mais quand j'ai fait mon premier dossier, il m'a été refusé pour un enfant, pour mon fils, qui était dysphasique sévère, expressif. Et comme je venais de créer l'association, le premier chèque de l'association, je l'ai fait à une orthophoniste pour qu'elle vienne voir et vous parler des troubles 10. Et là, j'avais vu que vous n'étiez pas formés. Mais depuis, je vois que les dossiers MDPH sont vérifiés, sont améliorés, et notamment au niveau des notifications. Que vous dire d'autre? Oui, il y a un manque de professionnels de la rééducation. Les professeurs, hélas, manquent aussi de formation, et ce qui est quand même très dommageable pour les enfants, mais les futurs adultes qui vont devenir. Alors, il n'y a pas d'école pour les enfants 10, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a des écoles privées à 1 500 € par mois. Minimum, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est vrai que c'est une grosse difficulté. Et les parents, je dirais que sur 10 appels, j'ai 8 appels, c'est des appels au secours en disant où je peux trouver une orthophoniste. Et alors, au niveau éthique, je n'ai absolument pas le droit de donner les noms. Donc je refuse de donner les noms. Vous soulevez plusieurs points et je trouve que c'est très intéressant, notamment parce que vous allez tirer un fil qui, pour moi, est très important, qui est le fil des professionnels de terrain avec leurs tests, avec leurs représentations, avec leur sémantique, c'est-à-dire les orthos, les ergos, les neuropsy, les psychomotes. Et mine de rien, ceux-là sont assez peu pointés du doigt pour leur manque de cohérence.
C'est-à-dire que quand moi je suis à l'intérieur de ces systèmes-là, mais quand on y participe, on se rend compte qu'en fait on ne parle pas des mêmes choses et que quand il y en a un qui va vous dire qu'il est dit quelque chose, que l'autre va vous dire qu'il a un trouble du neurovisuel, ils n'ont pas forcément communiqué, ils ne sont pas forcément d'accord sur les critères, sur les définitions, et on se demande à quel moment est-ce que ça participe aussi d'une confusion qui va rendre les parcours des familles difficiles. Ça, on le vit au quotidien, vous comprenez ? Alors, les troubles 10, ils ont été énormément familiarisés, parce que le diagnostic de dyslexie est apparu fin des années 60 au Royaume-Uni. Donc, c'est un diagnostic tout neuf. La dysphasie, trouble du langage oral, c'est dans les années début 80, 85. La dyspraxie, c'est tout nouveau. Mais alors, ce qui est assez incroyable, c'est que certains médecins et certains chercheurs, excusez-moi, ne sont absolument pas d'accord sur leur diagnostic. Par exemple, quand vous lisez certains livres de médecins, sur la dyscalculie, ils ne sont pas du tout d'accord. C'est vraiment la dyscalculie, il ne faut pas en parler, quoi. Ça n'existe pas. Pour certains, ça n'existe pas. C'est un trouble dyslexique. Alors que... je ne vais pas vous embêter, mais un de mes domaines d'hyper-spécialité, c'est la cognition mathématique chez l'enfant. Et effectivement, quand on lit les gens sérieux, la dyscalculie est un mythe scientifique. Voilà. Non, mais ça, c'est très simple. C'est tout simplement parce qu'on ne va pas passer la journée sur les 10, mais la dyscalculie est au mieux un symptôme d'une atteinte centrale. C'est-à-dire que quand on étudie les enfants avec un diagnostic, on se rend compte que le problème, ce n'est pas les maths. Le problème, ça va être le langage, par exemple, ou le problème, ça va être la motricité. Mais que les maths arrivent comme un symptôme et que dans l'ensemble de la nébuleuse des 10, comme vous l'avez dit, la dyscalculie en tant que telle, au mieux, c'est un symptôme. Et donc, si on veut être rigoureux, ce n'est pas un trouble. Vous comprenez ? C'est ça l'idée, mais bon, après, on rentre dans des débats hyper techniques. Et j'ai envie de dire qu'on s'en fout, en fait. Quand même, moi, je trouve ça intéressant. Non, mais c'est intéressant, évidemment, mais on s'en fout au sens où, et quand on dit que les enseignants ne sont pas formés aux différents troubles, ils n'ont pas forcément besoin de savoir comment ça se passe au niveau de l'IRM fonctionnel, si la zone A ou la zone B s'éclaire ou s'éclaire pas quand on propose telle tâche. C'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est de se dire, il y a une difficulté, comment est-ce qu'on va faire en sorte que, malgré cette difficulté, l'enfant apprenne les compétences académiques, comme on dit, mais apprennent aussi tout ce qu'on a vu ce matin sur l'autodétermination, sur l'estime de soi aussi, sur toute la question de la santé mentale, et ne se retrouvent pas surhandicapés par les conséquences de la non-connaissance et la non-prise en compte de leurs difficultés à eux. Mais après, qu'il y ait une étiquette comme ci ou comme ça donne des repères, ouais. Mais ce n'est pas celle l'essentiel. Et on n'a pas besoin d'un diagnostic pour identifier des difficultés, puisque les difficultés, elles sont des symptômes finalement. Et on peut, en s'appuyant là-dessus, commencer, et c'est ça l'idée un peu, je crois, de ce qui est proposé dans le prochain projet de loi de finances, c'est qu'on puisse partir sur les difficultés, diagnostic ou pas diagnostic, et commencer à apporter des remédiations directement en fonction de comment l'enfant il arrive ou pas dans certaines situations, donc à partir de l'observation. Et ça, c'est aussi le principe des PCO. Alors, je ne veux pas parler à la place de Sophie Feltrin, mais où on dit, on va certes aider à ce que le diagnostic se fasse, et donc essayer de réduire ce parcours du combattant qui est de trouver des professionnels compétents, de les financer et d'aboutir à un diagnostic. Je rappelle, excusez-moi, le diagnostic c'est médical et c'est la synthèse d'un ensemble de bilans, c'est-à-dire que chaque bilan ne donne pas la solution, ça c'est aussi un sujet. Et donc en fait, cette idée de on avance en marchant, c'est-à-dire qu'on n'attend pas, ça c'est très français aussi, d'attendre qu'il y ait un diagnostic qui soit posé pour commencer à faire quelque chose. Ben non, on peut commencer à faire quelque chose tout de suite, dès qu'on a repéré une difficulté, et en se disant, qu'est-ce qui est soluble dans la pédagogie? Excusez-moi, c'est un collègue IEN-ASH qui utilisait cette formule-là. Qu'est-ce qui est soluble dans la pédagogie? Qu'est-ce qui est soluble dans une transformation de l'environnement que je vais pouvoir promouvoir autour de cet enfant de manière à ce qu'il puisse fonctionner avec ses façons de fonctionner à lui? Et quelle que soit l'étiquette 10 machin, en fait. Ce que je voulais dire aussi, manque de peau, c'est pour ma collègue de gauche. Les parents, en fait, refaire un dossier MDPH tous les 2 ans ou 3 ans, c'est pas possible, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on fait un diagnostic à l'orthophoniste, machin, et paf, 1 an plus tard, on refait un bilan. C'est énorme.
On ne demande pas des bilans, effectivement, à chaque fois. Aujourd'hui, on essaye d'allonger au maximum sur les cycles de la scolarité, justement pour éviter d'avoir à faire refaire des dossiers tous les 2 ans. Et puis, effectivement, de nouveau, avec la CNSA et les droits sans limitation de durée, on avance aussi dans les évaluations qui, maintenant, sont données pour 3-4 ans. Et non plus pour... Enfin, moi, quand je suis arrivée, c'était tous les ans, hein, les dossiers. Hein. Ah oui, c'est horrible. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai, de ce côté-là, ça avançait, mais c'est quand même assez épuisant pour les parents de refaire ce dossier, écrire un projet de vie, refaire les différents rendez-vous avec... c'est vraiment épuisant. Et c'est vrai, les parents, c'est vraiment le parcours du combattant, avec des hauts et des bas, hein, il faut aussi le dire. C'est vraiment épuisant, que ce soit pour les enfants, les adolescents, mais aussi la fratrie et la famille en entière, parce que tout le monde est touché. Bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur Fontaine, alors les enseignants ont-ils besoin d'IRM? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, écoutez, beaucoup de choses ont été dites déjà, donc je ne vais pas les reprendre. Je suis en gros en phase avec tout ce qui a été dit, de part et d'autre. Je vais peut-être vous faire profiter d'un petit discours un peu autre, dans la mesure où j'ai pu exercer en 25 ans d'inspecteur dans le Val d'Oise, dans l'Oise, et j'ai terminé ma carrière les 5 dernières années à Paris, et plus là, quasiment à 100% sur le champ du handicap et des adaptations scolaires. Donc ce que je vais vous dire reflète à la fois Paris, mais à la fois également le Val d'Oise et l'Oise, et donc j'imagine, en grosso modo, les départements français, si on regarde un peu les enquêtes nationales. Alors, dans l'ordre des choses, je souscris d'abord tout à fait à ce qui a été dit sur l'absence de formation des enseignants. À l'heure à laquelle on parle, les enseignants n'ont de manière obligatoire que 25 heures de formation dans leur cursus, et encore, c'est avant le passage du concours. C'est-à-dire, avant de passer le concours, s'ils le souhaitent, ils peuvent assister à 25 heures de formation sur l'école inclusive. Ensuite, ce sera dans la formation continue qu'ils pourront se former, mais souvent avec un aléa énorme, c'est qu'ils sont formés l'année suivante du moment où ils vont voir l'élève. Je m'explique, le petit élève qui est dans le champ de l'autisme, il arrive en CE1, ils vont demander le stage de formation, et quand ils vont l'avoir, en gros, l'année sera finie. Donc ce n'est pas suffisamment anticipé, c'est pas suffisamment construit, alors que le gamin, on savait qu'il était là l'année précédente et c'est pas réfléchi comme ça. Donc voilà, je vais donner quelques éléments comme ça qui montrent que, de mon point de vue, j'ai 25 ans de carrière d'inspecteur, on vient de loin. On vient de très loin. Tout à l'heure, notre collègue a décrit voilà, les enfants qui étaient mis à part, qui étaient sortis de leur milieu, etc., etc. Mais sans aller si loin, moi je remonte à avant 2005, puisque j'exerçais déjà depuis 1998, il y avait 2000 royaumes en France. Il y avait 2000 inspecteurs, c'était les rois du royaume, et on décidait, alors notre âme et conscience, de l'orientation des élèves qu'on faisait passer dans une commission qui s'appelait une CCPE, il y a toujours un vocable qui correspond à cela. Il y avait de doctes personnes qui nous accompagnaient, un psychologue, un médecin, etc., etc. Mais au final, c'était une toute petite instance qui décidait de l'orientation des élèves et qui tordait le plus ou moins le bras aux parents. J'ai des scènes en tête, là, en croyant bien faire, en disant oui, celui-là, absolument, il faut une IME, il faut ci, il faut ça, etc. On est sorti de ce système-là pour arriver, alors j'espère qu'on n'est pas arrivé maintenant à 100 royaumes, puisqu'il y a une centaine de MDPH en France, mais en tous les cas, on est arrivé à un système qui est beaucoup plus décentré, qui se fonde quand même sur une définition du handicap qui existe, sur des catégorisations, vous en avez parlé tout à l'heure, en tout cas des grandes familles, qui nécessitent une réflexion de plusieurs types de personnels différents, de façon à croiser les regards, ça c'est extrêmement important, de croiser les regards pour arriver à trouver une solution pour que le parcours de l'élève soit le plus fluide possible. Voilà. Donc je crois que c'est ça qui est important, on vient de loin, mais on avance. Dans la deuxième idée qui est bien avancée ces dernières années, c'est que l'élève, il rentre à l'école, d'abord sa place y est. Alors pour compléter ce que disait Madame tout à l'heure, depuis 89, vous le disiez très justement, la place de tout élève est à l'école, mais j'irai même plus loin, puisque dans la loi, il est expressément écrit, et ça a été beaucoup dévoyé, critiqué et vilipendé, que le système éducatif doit s'organiser autour de l'élève et non pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est à l'école de s'organiser autour de l'enfant qui lui est confié. Là, on en est encore très très loin aujourd'hui. Bon, c'est une petite incise là aussi. Donc ce parcours de l'élève, on doit le concevoir de la maternelle au lycée, et on doit le concevoir jusqu'à la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'en tout élève en situation de handicap, il y a un apprenti qui doit pointer à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit pouvoir exercer toutes ses qualités, toutes ses compétences, éventuellement dans les emplois protégés, dans des emplois particuliers, etc. Mais il doit être amené jusqu'à une formation professionnelle et si possible, bien entendu, qualifiante. Et ça, c'est nouveau, ça aussi. C'est quelque chose qui n'existait pas, on va dire, avant 2005. Ce n'était pas pensé du tout. Il y avait des voies de garage, des voies d'orientation, et puis après, pof,
on se posait et on attendait. D'où l'amendement Creton, d'où des choses comme ça qui aujourd'hui bloquent un peu le système. Alors, je vais parler plutôt de Paris en quelques mots. D'abord parce qu'en tant que conseiller du recteur, j'ai pu avoir pas mal de temps de réflexion, en tout cas de temps pressé de réflexion, mais vraiment des données particulières. J'ai pu rencontrer surtout de nombreux ministres et leur rappeler à chaque fois l'importance de former les personnels. On a pu développer des systèmes de formation interne à l'Académie de Paris, qui essaiment actuellement dans d'autres académies, donc on s'en réjouit. Donc il y a des choses que je les ai listées en deux choses en fait, hein. Les points positifs. Le point positif, c'est que le regard des enseignants, aujourd'hui, je le sens, je le vois, je le perçois plus attentif. Ils partagent mieux leurs difficultés, ils partagent mieux leurs inquiétudes. Je parle massivement et collectivement, bien entendu, hein. Individuellement, on peut avoir des gens un peu plus fermés, mais massivement, entre les conseils de maîtres de cycle, entre les dispositifs divers et variés qui existent, je vois quand même plus de fluidité dans la réflexion. Deuxième chose, il y a des outils nationaux qui existent. Il y a des outils qui existaient avant, des outils très spécialisés. Je pense à Médial pour des enseignants spécialisés, mais il y a également les évaluations nationales qui sont autant de repères pour les enseignants et pour mesurer des écarts. Il y a des outils qui sont proposés par le ministère, il y a des sites, il y a des accompagnements, il y a EduSchool, etc. Il y a des tas de choses qui sont développées et ça, je vois vraiment des choses positives. Il y a également un discours sur les attentes. Hier, un enseignant, il y a 15 ans, un enseignant de grande section de maternelle, grosso modo, l'enfant allait au CP. Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des attentes en fin de grande section de maternelle. Quel est le niveau, quelle est la compétence d'un élève en conscience phonologique, par exemple? Est-ce qu'il est capable d'identifier que paillasson, ça se termine comme polisson? Est-ce qu'il est capable de rythmer le nombre de syllabes ou pas? Tout ça, ce sont des choses très importantes pour l'apprentissage de la lecture. Et toute la réflexion qui a été, toutes les attendus, tout ce qui a été développé autour du champ du handicap a privilégié, de mon point de vue, cette réflexion, a obligé les enseignants à se former un peu eux-mêmes en la matière, là où l'institution a été défaillante. Autre point que j'ai noté, moi, sur Paris et ailleurs, c'est la qualité du travail entre les MDPH et l'éducation nationale. Voilà. En tout cas, sur Paris, je peux en témoigner avec les directeurs et les équipes, d'abord sur nos personnels. Hein. Nous avons des personnels, ça a été rappelé tout à l'heure, mais nous avons des salariés de l'éducation nationale mis à disposition des MDPH. Si je pense juste à Paris, on a une dizaine de personnes à disposition des MDPH. Et ça fait des liens, en fait. Nos enseignants référents handicap sont en lien permanent avec ses collègues et on évite d'embêter le plus possible les familles, puisqu'on a après d'autres enseignants spécialisés, par exemple sur Paris, qui peuvent mener des évaluations complémentaires en cas de besoin. Pour finaliser quelque chose, un doute, une orientation, un droit, etc. La famille n'est pas forcément sollicitée, ça peut se traiter de MDPH à Éducation nationale. Et ce fonctionnement-là existe dans d'autres départements de France, hein. Ce n'est pas exclusif, là, pour le coup, de Paris. Ensuite, il y a eu des réponses, parce qu'avoir plus d'élèves en situation de handicap, je vais donner un petit chiffre tout à l'heure, parce que ce chiffre, pour moi, je le mets dans les limites. Vous allez peut-être être surpris, mais je le mets dans les limites. Il y a eu d'autres réponses institutionnelles qui ont été développées, là où on ne se posait pas trop de questions. Aujourd'hui, on a développé les ULIS, on a développé les unités externalisées, on a développé les EMA, les UEA, et là aussi, avec le coup de main, alors, troisième institution qui n'est pas là aujourd'hui, peut-être c'est la plus fragile en la matière, de mon point de vue, c'est l'ARS. C'est l'ARS, c'est le financeur. Mais le financeur ARS a aujourd'hui quand même attribué des budgets par les choix nationaux qui sont faits, bien entendu. Ce n'est pas les ARS qui décident. Mais en tous les cas, on a pu développer des UEA et des EMA dans tous les départements de France en nombre très conséquent. Ce qui fait qu'on a des réponses à des situations d'élèves qui auparavant n'avaient pas de réponse et pouvaient soit rester à la maison parce qu'ils d'autres ont libéré des places, ont quitté les IME. Ce que vous disiez tout à l'heure, un coup d'IME, un coup en classe, un coup d'IME, un coup de classe. Voilà. C'est la grande avancée, c'est qu'on réfléchit en termes de parcours. Voilà. C'est la grande nouveauté de mon point de vue ces 10 dernières années. Alors ça, c'est les points un peu positifs que j'ai développés un peu rapidement. Dans les points négatifs, je voudrais partager un certain nombre de choses. C'est peut-être un peu cynique ce que je vais vous dire, mais je prends l'exemple de Paris. En 2006, on recensait, donc juste après la loi de 2005, on recensait 2200 élèves scolarisés dans les écoles de Paris, écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées. 2200 élèves en situation de handicap. Aujourd'hui, en 2023, ils sont 12 200. 12 200. Donc on pourrait s'en réjouir et se dire, c'est formidable. On les a mieux identifiés, on leur propose des réponses d'ordre scolaire, on leur propose des parcours d'apprentissage, etc. Oui, mais pas que. Oui, mais pas que. Je pense que la définition, ça c'est personnel, mais à l'aune de l'expertise que j'ai pu développer, je pense que la définition de ce savant, de ce médecin britannique, Wood, dont on parlait très rapidement tout à l'heure, est très vaste.
peut-être vous reprendrez, je ne sais pas si vous avez prévu ça ou pas. Voilà, ben voilà. Elle est très vaste et elle englobe un peu tout finalement. Alors il y a le terme situation, pas situation, il y a une espèce de distinction à faire, mais surtout en termes de difficulté. À partir de quel niveau de difficulté un élève, un enfant, va-t-il être en situation de handicap? Et ça, c'est très piégeant pour les enseignants. Parce qu'un enseignant, il n'est pas, la plupart du temps, choisi ce métier par hasard. Il veut voir ses élèves réussir. Et donc, à partir de là, il va tout mettre en œuvre. Alors, il va se former un peu, beaucoup, passionnément, selon l'individu. Il va passer beaucoup de temps ou pas à travailler, mais en tout cas, il va essayer de mettre en œuvre un certain nombre de stratégies. Puis à un moment, il va se dire, j'y arrive pas. Donc, il va chercher des réponses en interne, dans notre fameux RASED, les enseignants spécialisés. Et puis après, il va peut-être aller en externe, il va peut-être en parler à la famille, il va peut-être... Finalement, ça va y avoir un petit affolement derrière. Et puis, on va aller vers la MDPH chercher des réponses. Parce qu'aujourd'hui, la MDPH, c'est la deuxième chose que je vois, elle est beaucoup plus attirante qu'il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire juste après la loi de 2005, quand vous disiez à un élève, ou même avant la loi, qu'il était en situation de handicap, cet enfant, pardon, c'était une volée de bois vert. Moi, j'ai vu des parents prendre une table et menacer la personne qui avait osé parler de handicap. Aujourd'hui, quand je regarde les statistiques, je ne vais pas parler de ça aux parents, ça ne nous regarde pas directement. Mais quand je regarde les statistiques, je vois que dans certains arrondissements de Paris, il y a un pourcentage d'élèves en situation de handicap 3 fois plus élevé que dans d'autres. Qu'il y a des types ou des catégories, si on veut les nommer comme ça, dans les troubles, par exemple, spécifiques du langage. Pareil, il y a des variations de 1 à 3, et le record de Paris, c'est le 5e arrondissement. Je suis un petit peu surpris quand je vois que c'est le 5e arrondissement. Est-ce qu'il y a plus de dépistage? Est-ce qu'il y a plus d'orthophonistes? Ou est-ce qu'il y a des stratégies particulières de familles très inquiètes, etc. Voilà. Et vous le voyez bien dans les dossiers MDPH, certains dossiers sont assez ténus, assez creux, assez... Voilà. Si l'éducation nationale savait développer les réponses en amont qui permettaient aux gamins de progresser et de consolider leurs apprentissages, ils ne seraient pas considérés comme en situation de handicap. Voilà, donc ça c'est une deuxième limite très importante que je vois. La troisième, c'est que tout le système repose sur des personnes que j'avais évoquées qui ne sont pas suffisamment présentes. On a un déficit en personnel médicaux, en personnel d'évaluation diverses et variées, je ne vais pas revenir là-dessus, mais là il y a des vrais trous dans la raquette. Je me suis laissé dire qu'en Seine-et-Marne c'était particulièrement sévère. Hein, voilà. Mais ça rejoint aussi le problème de la misère médicale de la Seine-et-Marne, que je découvre, parce que je suis un nouveau Seine-et-Marnais, donc je découvre tout cela. Et puis, dans les limites également, il y a cette tentation parfois d'externaliser, je l'ai évoqué un petit peu, mais je reviens là-dessus, où là, c'est plus de bonne foi qu'on externalise. C'est de se dire, finalement, je peux confier à l'MDPH ce que je n'arrive pas à faire. Je suis un enseignant voilà, plutôt compétent, mais bon, je vais confier à l'MDPH les choses. Et puis derrière, il y aura la panacée. Dans la panacée, il y aura peut-être une orientation, il y aura peut-être du matériel pédagogique adapté, et puis il y aura surtout ce sacro-saint AESH. Les AESH, 130 000 AESH aujourd'hui en France, il faut le savoir, 130 000. Il y a plus d'AESH que d'enseignants dans les lycées professionnels. Ça donne des repères quand même, cela. À Paris, il y en a 3 400 pour les 12 000 élèves dont je parlais tout à l'heure. Et c'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Et c'est normal, parce que chacun aimerait bien avoir auprès de son enfant, ou presque, à un moment donné, un adulte, alors on peut en parler après, plus ou moins compétent, plus ou moins investi, plus ou moins, etc. Mais ça, c'est lié à un autre problème que vous connaissez bien. Mais en tous les cas, 3 400 personnes pour accompagner 12 200 élèves, sur le papier, ça devrait tenir. Et enfin, dernière limite, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, tout cela, tout ce dépistage, tout ce qui se met en œuvre ne préjuge pas encore de la qualité de l'accompagnement. C'est-à-dire que je reviens sur la formation, il y a réellement une masse d'informations, de formations à mettre en œuvre dans chaque académie aujourd'hui, parce que le handicap est là, les enfants sont là, ils doivent être accompagnés, mais encore une fois, les enseignants n'ont pas encore eu accès tous à des outils, à des formations, n'ont pas développé les compétences qu'il conviendrait de développer pour accueillir ces élèves qui sont autres et qui parfois ont des raisonnements, des comportements un peu inattendus. Merci beaucoup pour votre franchise et votre niveau d'analyse très intéressant. Franck Jamet, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Cergy-Pontoise. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Première remarque sur la question de l'évaluation. On citait, c'est assez intéressant, que la référence, quand on parle de classification, ça a toujours un peu la CIH. La CIH, c'est juste dans les années 80-90. Entre-temps, il y a quand même eu la CIF, et c'est assez intéressant que
elle n'arrive pas encore à passer. Cette classification internationale, là, qui a été promue essentiellement par les Américains, parce qu'ils rencontraient quelques problèmes à l'époque. Pour ma part, je travaillais, moi, sur une refonte de la CIH révisée à l'époque, mais comme on travaillait avec les Canadiens et les Français, on n'avait pas nécessairement une vision, ou du moins une perception d'être des grands opérateurs. On était surtout perçus comme étant des spécialistes de monter des usines à gaz, ce qui est quand même pas totalement faux. Et donc la CIH arrive dans ce cadre-là, où les Américains ont un problème et vont carrément la mettre en œuvre quasiment sous 2 ans. Ce qui est intéressant dans la CIF, c'est qu'effectivement, dans le cadre de l'évaluation entre la notion d'activité et la notion de participation, on a là un différentiel qui va mettre en évidence la nécessité de penser les réponses en termes de situation. Et je pense que ça, ce sera un élément sur lequel je reviendrai. Deuxième peut-être remarque, lorsque l'on a une lecture attentive de la loi de 2005, eh bien, ce qui est clairement mentionné pour l'ensemble des personnes qui vont participer au diagnostic, eh bien, c'est de faire une analyse qui sort de l'approche défectologique. C'est-à-dire qu'on doit faire une analyse en termes de besoins. 2005, 2023, quand on regarde les bilans, l'idée de penser une évaluation en termes de besoins, on est encore loin. J'ai réalisé une petite expérience tout à fait personnelle, à savoir de proposer dans le cadre d'un dossier MDPH une analyse en termes de besoins. Assez rapidement, j'ai découvert qu'en Seine-et-Marne, il y avait une structure d'interface qui permettait aux parents d'enfants autistes eh bien, de s'assurer de la qualité du dossier. Et la réponse a été très simple, et ça m'a été extrêmement intéressant, c'est de dire si vous faites une analyse en termes de besoins, la garantie est que vous n'aurez aucune compensation. Donc, intéressant. Et je pense que là, on a une culture à intégrer parce que c'est un changement de paradigme. L'élément aussi qui vient y contribuer, c'est que les nombreux outils qui vont permettre le diagnostic eh bien, s'inscrivent très souvent dans la logique biomédicale et sont davantage encore conçus au travers d'une approche en termes de déficit que réellement au travers d'une approche en termes de besoins. Donc ça, ce serait une première, voilà, un premier niveau de réflexion. Deuxième, peut-être, niveau de réflexion, pour m'être occupé pendant pas mal d'années, moi, de la formation des enseignants spécialisés, mais j'insiste, je me suis occupé, moi, de la formation des enseignants spé. Donc là, on est en interne pris par une espèce de contradiction, c'est que la formation des enseignants spécialisés, c'est une espèce un supplément, vous voyez, c'est une espèce de qualification qui vient en plus. Je pense que là, c'est une erreur fondamentale, il faudrait qu'elle soit complètement intégrée, c'est-à-dire que penser la formation des enseignants spé, ce serait tout simplement penser la formation des enseignants. Donc voilà, je pense que, mais là, moi, je fais ce constat et effectivement, quand on dit 25 heures, je peux complètement valider l'intervention précédente. Je faisais partie de l'Académie de Versailles, j'ai formé pendant 10 ans de manière industrielle des enseignants spé à raison de 150 sur le territoire, plus dans les zones métropolitaines. Donc voilà, moi j'étais un spécialiste de la formation industrielle des enseignants, mais je ne touchais pas l'enseignant qui va avoir au mois de septembre, comme vous l'avez évoqué, l'élève X ou Y dans sa classe. Voilà. Alors, peut-être sur les axes à l'heure actuelle sur lesquels on voit beaucoup bouger, eh bien, c'est que dans le cadre de ces formations, on remet au cœur peut-être 2 choses. La nécessité, en plus d'une évaluation psychométrique, qu'est-ce que c'est que l'évaluation psychométrique? C'est une photographie à un temps donné.
Et la difficulté, c'est ce dont on va avoir besoin, ce n'est pas d'une photographie, mais c'est d'un film. Pourquoi? Parce que le sujet il est en développement. Hein. Et donc, on a un outil qui fixe par rapport à un sujet qui s'inscrit dans une dynamique. Donc, on a là une difficulté à réduire. Deuxième peut-être point, aussi revenir sur la nécessité, vous voyez, d'une observation. Je crois que remettre au cœur de l'évaluation une observation précise, et donc si elle est précise, elle porte sur une situation. La notion de besoin n'a de sens que par rapport à la situation. Hein, on a été très longtemps à penser la notion de besoin comme étant une espèce de quelque chose qui était immanent du sujet. Non, le besoin est à lire au travers de la situation. Et puis peut-être pour donner comme ça un exemple aussi sur l'orientation sur laquelle, à l'heure actuelle, on souhaite, où on forme les enseignants. Je prends un exemple d'un collègue, un prof de maths qui a 2 élèves qui présenteraient un trouble du spectre autistique et qui évoque la difficulté de dire, voilà, ces élèves, dès qu'ils ont compris la consigne, il n'y a plus de problème en classe, alors comment je peux faire? Eh bien, une idée peut-être d'une approche qui toucherait justement sur la situation, eh bien, ça va être par exemple d'instituer le fait que chaque fois qu'il va y avoir, dès qu'on va être sur une phase où on va devoir réaliser une tâche, donc il y aurait une consigne, eh bien, de faire en sorte que la question de la consigne ne soit pas traitée individuellement, mais collectivement. C'est d'arriver à faire que la difficulté, eh bien, on va la réduire comment? Par une réponse du groupe. Et d'instituer que systématiquement, en classe, quand arrive la tâche, eh bien, on va avoir un moment qui ne va pas durer nécessairement, il n'y a pas besoin de longtemps, mais qui va porter justement sur une réflexion très, très spécifique sur qu'est-ce qu'on nous demande. Alors, le premier de la classe va pouvoir briller et faire une très, très bonne explication. Et au travers de cette dynamique-là, eh bien, il y a des transferts qui pourront se faire, des éclaircissements qui pourraient être donnés. Et si c'est géré collégialement, c'est plus du tout la même chose que d'être géré individuellement. Donc, je pense qu'au travers, vous voyez, de réponses de nature environnementale, telles que ça a été défini ce matin, au travers à la fois du matériel, mais aussi dans le terme environnement, moi je mets par exemple l'organisation de la classe. Vous voyez, organiser de la classe, ce n'est pas des gros budgets, ça. C'est simplement remettre la procédure précédemment utilisée, la remettre un peu en cause, en la repensant au travers de l'élève X ou Y qui, à ce moment-là, a une difficulté et qui va, de ce fait, permettre à d'autres, parce qu'on pointe toujours ceux qui sont en très grosse difficulté, mais il y a le reste de l'équipe qui apprécie beaucoup ce genre d'intervention. Voilà, quelques remarques. Très bien, on apprécie aussi beaucoup ce genre d'intervention. C'est très intéressant. Il y a peut-être parfois des raccourcis, parce qu'on est tous plus ou moins experts dans tout ce qui concerne la CIH, la CIF, les résolutions de l'ONU. Voilà, il y a une hétérogénéité entre nous dans la compréhension de tout ça, mais je trouve ça très intéressant, et d'ailleurs chacun des apports était très bien, très intéressant. Si vous avez des remarques ou des questions à poser à nos intervenants, allez-y, c'est le moment. Cette question de l'inclusion, qui n'était pas spécialement dans nos dossiers une problématique dite juridique pour nous, de mise en cause, est apparue dernièrement comme étant une problématique de fond, relayée par vos collègues, on va dire des collègues à vous, enseignants-chercheurs, Éric de Barbieux, pour ne rien vous cacher, et donc Benjamin Moignard. Il apparaît que les enseignants, étrangement, ne rejettent, et vous l'avez tous dit, ne rejettent pas ni le principe, parce que c'est totalement républicain, citoyen, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ce qu'ils commencent à dire, c'est la difficulté réelle d'être confrontés à leur propre, alors on va dire, je veux le dire gentiment, incompétence liée à, non pas une formation initiale qui serait, entre guillemets, extraordinairement bien faite, mais à des besoins qui ne sont pas encore identifiés en termes de
formation, est-ce bien la bonne réponse? Est-ce que c'est une sensibilisation? Est-ce que c'est un éveil dont ils ont besoin? Et on est bien, on va dire, sur une limite entre le pédagogique, pour lequel il y a des formations, et leur propre développement personnel, puisque je rappelle tout à l'heure, et j'étais en parfait accord avec vous, c'est lorsque l'on est face à une classe, quand ça marche, quels que soient les élèves que l'on a, il y a une posture liée à l'individu. Et on n'a pas, je pense, analysé, quand vous parliez d'environnement, que vous parliez de situation, je pense qu'il nous manque encore ce regard-là, cette photographie-là, presque, des situations dans lesquelles ça marche, où on irait voir les personnes et où on pourrait dire, vous voyez, là, regardez, on analyse et on voit que finalement l'enseignant qui est là, ce n'est pas tant ce qu'il dit ou ce qu'il fait, c'est ce que dégage quelque part sa personnalité qui démontre en non-verbal aux élèves une véritable empathie. Le mot bienveillance est partout, mais vous savez que la bienveillance, pour moi, ne peut pas réellement s'apprendre. C'est un développement personnel qui amène à être d'abord bienveillant avec soi-même sur ses propres faiblesses. Donc je crois que là, on a un énorme chantier. Le collègue Dominique, qui ne va pas tarder à intervenir, qui est avocat, viendra sur la partie juridique, puisque c'est la partie de l'ASL. Mais je le redis, on a des réponses toutes très intéressantes, mais je regrette quelque chose, c'est que vous n'avez pas réussi, à travers vos propos, sauf peut-être M. Jamet, à réunir ça en étant assez clair et en disant, réellement, on ne peut pas répondre simplement sur besoin de formation, besoin d'accompagnement médico-social, on a besoin de reposer la problématique. Et la problématique, c'est véritablement celle du développement de l'enfant pour moi. Et je parle vraiment du développement de l'enfant. J'entends beaucoup handicap, j'entends beaucoup on passe de l'enfant handicapé à l'enfant en situation de handicap, mais dans les discussions et dans mon expérience professionnelle, je le dis, et à titre personnel aussi, je me sens par moments avec les mêmes difficultés que les élèves que j'ai pu avoir, qui pouvaient avoir une identification claire de 10 ou pas. Autrement dit, toute, on va dire, amélioration globalisée de la situation d'une classe et de l'école bénéficie à tous. Donc il faut sortir peut-être du mental, du traitement de la situation des élèves qui souffrent, qui sont en souffrance, en se disant c'est l'école elle-même qui a besoin de se positionner sur le développement de l'enfant à nouveau. Une réponse collégiale avec ma collègue Christina. C'est en fait, nous, ce qu'on appelle de nos voeux et qui commence un petit peu à émerger en Seine-et-Marne, comme dans d'autres départements, c'est une logique donc, qui part à 180 degrés, qui est celle des dispositifs d'autorégulation et qui commencent à se mettre en place et pour lesquels, effectivement, là, on est dans... Alors, on va sortir les grands mots, hein, on est en changement de paradigme, complètement. Et ça, c'est très intéressant et nous, on attend beaucoup de ces dispositifs. Il faut qu'ils puissent arriver à se mettre en œuvre et justement à être compris dans une forme de savoir-être et non pas de savoir ou de savoir-faire. On n'est pas dans de l'académique du tout là-dedans. On est à peine dans du savoir-faire parce qu'il y a d'abord, au fond, en premier lieu, effectivement, et ça a été dit ce matin, cette logique de pouvoir, par l'exemple, entre guillemets, montrer ce que c'est l'autodétermination en étant soi-même autodéterminé en tant qu'adulte, en fait. Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les 5. C'était absolument passionnant. Merci.